Donald Trump n'a plus de limite dans sa manière d'agir. Donc forcément, ça pose une question de quel est le contrepoids au pouvoir de Donald Trump. Et quelque part, il y a une très grande honnêteté quand on y réfléchit chez Trump dans sa manière de procéder. C'est-à-dire que quand il va enlever Maduro, quand il utilise les moyens colossaux de l'armée américaine pour kidnapper un chef d'État en exercice, eh bien, il s'embarrasse pas de préceptes de démocratie, comme ça avait été le cas, par exemple, de son aîné George Bush au moment de la guerre en Irak. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, j'aimerais vous faire réagir à cette déclaration de Donald Trump. Je cite: Il n'y a qu'une seule chose qui peut m'arrêter, ma propre moralité. Je n'ai pas besoin du droit international. Régis, est-ce que le droit international est définitivement mort? Alors, effectivement, cette déclaration a provoqué une onde de choc parmi les journalistes d'abord qui posaient des questions à Donald Trump. C'était des journalistes du New York Times, hein, parce que il y a dans cette phrase une claire admission que Donald Trump n'a plus de limite dans sa manière d'agir. Donc forcément, ça pose une question de quel est le contrepoids au pouvoir de Donald Trump. Et quelque part, il y a une très grande honnêteté quand on y réfléchit chez Trump dans sa manière de procéder. C'est-à-dire que quand il va enlever Maduro, quand il utilise les moyens colossaux de l'armée américaine pour kidnapper un chef d'État en exercice, eh bien, il s'embarrasse pas de préceptes de démocratie, comme ça avait été le cas, par exemple, de son aîné George Bush au moment de la guerre en Irak, où le prétexte pour enlever Saddam Hussein, c'était enfin pour arrêter Saddam Hussein plutôt et le juger et on va dire mettre un terme à son règne, c'était d'implanter la démocratie au Moyen-Orient, de sauver le peuple irakien d'une dictature, de lui faire le don de la liberté, avec toute la naïveté américaine qui se situe derrière ces principes. On avait même inventé des armes de destruction massive qui ne se sont jamais avérées avoir existé. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que avec Trump, c'est exactement la même finalité, c'est-à-dire pousser des pions sur l'échiquier international et faire avancer les intérêts américains, sauf que ce n'est absolument plus déguisé par quoi que ce soit. Alors, en prétexte pour Nicolas Maduro, il y avait la question du narcotrafic et le fait que ce narcotrafic provoque une catastrophe sanitaire aux États-Unis, notamment le fentanyl, qui, entre parenthèses, cette drogue, ce qu'on appelle la drogue du zombie, qui est une drogue extrêmement toxique qui ravage les centres-villes de Philadelphie, de San Francisco, de Los Angeles et d'autres agglomérations aux États-Unis et qui véritablement pose un problème. Le fentanyl, le Venezuela, cette petite parenthèse, n'est absolument pas producteur ni pourvoyeur pour les États-Unis de fentanyl. Donc une grosse part de la cocaïne qui arrive aux États-Unis provient du Mexique, provient de Colombie, accessoirement du Venezuela, mais si on veut faire une lutte contre le trafic de drogue efficace, d'ailleurs aujourd'hui Donald Trump a parlé d'opérer des frappes, cette fois-ci contre les cartels mexicains, mais les cartels mexicains c'est les plus gros pourvoyeurs de drogue aux États-Unis, ce ne sont pas les cartels vénézuéliens, même si Tren de Aragua par exemple, qui est un des cartels producteurs et exportateurs de cocaïne au Venezuela, est très important et pose aussi des problèmes. Mais donc le prétexte c'était ça. Or, ce dont on se rend compte, c'est quand Nicolas Maduro arrive pour se voir décrit de quoi on l'accuse devant un tribunal, devant un juge du district du sud de New York, eh bien on se rend compte qu'en fait il n'est plus accusé d'être chef d'un cartel, il est simplement accusé d'avoir créé, je cite, une culture de patronage liée à l'argent de la drogue.
Donc voilà, on est passé du chef du cartel à la personne qui profite, on va dire, du trafic de drogue. On est quand même, en termes de désignation et d'accusation, on est quand même passé à quelque chose de nettement moins important. Et là, Donald Trump, lui, immédiatement s'empare du micro. On l'a vu toute la semaine, où nous expliquait que ce qui est important pour lui au Venezuela, c'est une seule chose, le pétrole. Alors, bien sûr, il y a 2-3 autres choses, mais on se rend compte aussi, pour revenir sur cette manière de s'affranchir du droit international et s'affranchir de tout, qu'il a, en préambule du raid pour kidnapper Maduro, prévenu les patrons des principales sociétés de pétrole aux États-Unis, mais qu'il n'a pas prévenu le Congrès, par exemple. Et donc là, on se dit, oui, c'est quelqu'un qui agit en totale liberté, qui a des moyens considérables, colossaux, et en particulier l'armée américaine à son service, et qu'il a aussi des agents aussi dans le pays pour appliquer sa politique migratoire, par exemple. Bref, qu'on lui obéit au doigt et à l'œil, et que finalement... quand il dit il y a ma propre moralité pour me donner pour me brider, on va dire, sa propre moralité, c'est à discrétion, et on voit plus très bien. Il s'est affranchi des règles. C'est d'ailleurs ce que lui a dit Emmanuel Macron ce matin, en disant qu'il s'écartait du droit international et qu'il, on va dire, comment se détourner de ses alliés, c'est ce que lui a dit le président français. Voilà, donc Donald Trump en roue libre, oui, mais surtout avec un plan qu'il entend mener jusqu'au bout, extrêmement précis. Tantôt c'était le Venezuela, maintenant que l'opération est faite, ça va être le Groenland. La semaine prochaine, Marco Rubio, secrétaire d'État, qui lui est chargé de tout. Hein. Il y a même il est chargé de l'Iran, il est chargé du Groenland, il est chargé enfin, voilà, on le mandate pour aller expliquer aux alliés quelle est la politique de Trump. Et pour ce qui est du Groenland, c'est lui qui va devoir s'expliquer les yeux dans les yeux avec les Danois la semaine prochaine pour leur dire, ben voilà, excusez-nous, mais on va vous prendre une partie de votre pays, ou en tout cas une terre sur laquelle vous avez une souveraineté. Le problème de l'enlèvement de Maduro, c'est qu'on retire le chef, mais qu'on laisse toute la structure. Et pire, on met un autre chef à la place, qui est fidèle à celui qu'on a retiré. Delcy Rodriguez était surnommée par Maduro la tigresse, en raison de sa capacité, de son charisme. Elle est beaucoup plus charismatique d'ailleurs que Nicolas Maduro, mais surtout en raison de la violence de ses attaques contre les capitalistes, contre l'Amérique, contre bref, tout ce qui était contraire à la doctrine chaviste, socialiste, nationaliste, et donc humaniste, on va dire. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est vraiment que tout est resté en place. Diosdado Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, contrôle toujours les milices populaires, armées jusqu'aux dents, qu'on appelle les collectivos, et qui prélèvent, qui se comportent d'ailleurs comme presque des chiens du régime, en fait. C'est eux qui font les bases œuvres, ils sont toujours en place, c'est eux qui contrôlent Caracas aujourd'hui. Ce n'est pas l'armée américaine qui contrôle Caracas. Quand Donald Trump dit « nous contrôlons le Venezuela », oui, vous avez un accord avec Delcy Rodriguez, ok. Mais pour ce qui est du modus vivendi et de ce qui se passe dans le pays, au contraire, l'appareil chaviste a pris la rue. Vladimir Padrino Lopez, qui est le ministre de la Défense, lui, contrôle les armes. Et il a toujours la main mise sur l'industrie du pétrole. C'est l'armée qui contrôle le pétrole, un peu comme sur le modèle des généraux en Algérie aussi. Et tout ça, rien de tout ça a changé jusqu'à présent. Et on a vraiment l'impression que même les États-Unis aujourd'hui hésitent à aller de l'avant, parce qu'il y a des équilibres précaires qui pourraient faire dégénérer la situation. Et à ce moment-là, l'Amérique se retrouverait
à charge d'un pays à feu et à sang. Et la configuration Irak, évidemment, les États-Unis n'en veulent plus. Et Donald Trump en est parfaitement conscient. D'ailleurs, son raid pour capturer Maduro est précisément le contraire d'une opération de long terme, de l'envoi de 150 000 GIs en Irak, tel que George Bush avait conçu l'invasion de l'Irak. On est sur une philosophie inverse du raid ponctuel, extrêmement bien mené, mais en essayant de s'appuyer sur les structures existantes à la place. Cultures existantes qui peuvent aujourd'hui, au vu des animosités entre les différents individus dont je viens de vous parler, conduire le pays potentiellement à la guerre civile. Voilà. Régis, l'administration Trump prend des positions impérialistes. S'écarte-t-elle définitivement des principes démocratiques qui régissent les États-Unis ? Oui, alors c'est vrai que la séquence Maduro a laissé un goût amer dans la bouche des démocrates américains, mais aussi d'un certain nombre de républicains et de membres du Congrès qui l'ont vu comme une manière, on va dire, autoritaire de la part de Trump de diriger les affaires du pays. Alors certes, c'est le commandant de l'armée, c'est lui le chef de l'armée, mais le Congrès a été tenu dans l'ignorance de l'opération, ce qui peut se comprendre quand il s'agit de quelque chose, mais immédiatement après, quand Ben Laden, par exemple, avait été éliminé, l'administration Obama, immédiatement après, avait briefé le Congrès, et d'ailleurs, même en amont, avait briefé un certain nombre de sénateurs, évidemment en échange de leur discrétion. Il y avait eu, en tout cas, connaissance par l'appareil législatif, par la représentation populaire, qui est incarnée par la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis, de ce qui allait se passer ou de ce qui s'était passé. Là, le raid a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, il y a une semaine, et les congressmen ont été briefés simplement hier, jeudi. Donc ça veut dire qu'on est dans un contexte où ils ont attendu une semaine sans réellement savoir. Et là, on peut se poser des questions sur finalement la façon dont le pouvoir est exercé par Donald Trump, puisqu'il ne semble plus y avoir des fameux checks and balances, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des équilibres entre les pouvoirs. La séparation aussi des pouvoirs existe-t-elle réellement encore ? Donc on se demande si Trump n'est pas tenté par une visée autoritaire, ou en tout cas une conception autoritaire du pouvoir. Cette phrase, encore une fois, je ne crois pas au droit international, est quand même quelque chose d'assez fort, affirmatif, et qui semble définitif. Alors, d'une part, il y a la politique à l'intérieur, la façon dont Trump agit, mais aussi la façon dont il agit à l'extérieur. Et pour ce qui est du Groenland, puisque ça va être un sujet hautement inflammable la semaine prochaine, et un point de contention entre l'Europe et les États-Unis, il faut rappeler quand même une chose, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas augmenté leur territoire en termes de surface, et que pour la première fois, ils ambitionnent à travers ce rattachement ou cette association peu possible avec le Groenland, parce qu'il va y avoir au niveau administratif, ça va être, enfin au niveau des textes, ça va être intéressant de voir quel statut va pouvoir avoir le Groenland. Est-ce que ça va être un statut de même nature que celui des îles de Micronésie, des États de la Micronésie, de Palau, des îles Marshall, qui ont un statut d'association avec les États-Unis, ou alors est-ce que tout bonnement ça va être une conquête, la Maison-Blanche censée laisser entendre que l'option militaire n'était pas exclue. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça, d'autant qu'on sait que les États-Unis disposent actuellement sur zone entre 10 000 et 15 000 soldats, et qu'il ne leur faudrait pas grand-chose. Ils sont sur une base située au nord, mais ils ont des moyens aériens qui leur permettraient, s'ils devaient se déployer dans les rues de Nuuk, la capitale, qui se trouve, on va dire, à quelques 1500 kilomètres au sud, et dans les principales agglomérations qui, pour certaines, sont des villages au Groenland, c'est-à-dire que 50 000 habitants au Groenland, ce ne serait pas difficile pour les Américains de se positionner sans manifester d'hostilité, mais simplement de marquer leur présence pour annoncer
d'annoncer qu'ils annexent le Groenland. C'est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, les Européens, les Danois, en premier plan, seraient complètement pris au dépourvu. On va voir comment l'affaire va se gérer, si elle se gère. Mais en tout cas, on est dans un cas où, vis-à-vis de ses alliés, Donald Trump se fiche éperdument de leur réaction. Pour lui, le Groenland est essentiel parce que il est une zone stratégique, une zone qui est liée au développement futur du commerce sur les routes de l'Arctique, avec notamment la fonte des glaces qui permet au fret maritime de passer par cette zone. En face, il y a les Russes qui ont déjà beaucoup mis de moyens pour s'emparer de cette zone. Les Chinois, évidemment, aussi sont à l'affût. L'Arctique va devenir un point de convergence ou un point de conflit aussi entre les superpuissances. Et donc, on est dans un contexte où les cartes sont rebattues et les Américains, aujourd'hui, posent leurs jalons un peu partout pour mener ces guerres futures. Guerre qui, du point de vue de Donald Trump, semble économique avant tout. Donald Trump n'est pas un belliqueux dans l'âme. Il a de multiples fois répété qu'il souhaitait la fin de la guerre en Ukraine en raison du nombre de morts. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas d'engager son armée pour tuer des gens. Bon, le raid pour se saisir de Nicolas Maduro s'est quand même soldé par 90 morts du côté des Vénézuéliens. Mais bon, je veux dire, pour lui, ça c'est un détail. Mais en tout cas, il n'est pas belliqueux dans l'âme. C'est pas quelqu'un qui aime déclencher des conflits. Et on le voit bien. Il est intervenu 2 fois depuis le début de son 2e mandat. Une fois pour neutraliser ou tenter de neutraliser l'appareil de recherche nucléaire iranien, donc à Fordo, Ispahan et Natanz. Donc il y a eu un raid sur 3 objectifs et qui a permis d'ailleurs de conclure la guerre des 12 jours en juin dernier entre Israël et l'Iran. Et ensuite, il a fait la paix, on va dire. Il a fait un cessez-le-feu. Donc il n'est pas allé de l'avant. Il n'a pas du tout la même philosophie, comme je le disais, de George Bush avec l'Afghanistan et avec l'Irak. Et pour ce qui est du Venezuela, c'est un raid qui a duré 3 heures, qui a laissé totalement toutes les structures en place. Donc voilà. Donc Donald Trump, oui, se positionne. Pour le Groenland, ça va être un test très intéressant de voir jusqu'où il est capable d'aller. Et je pense qu'on aura la réponse la semaine prochaine. Régis, l'an dernier, Le Point titrait Donald Trump, l'homme de Moscou. Sur Twitter, vous avez republié cette couverture et vous semblez dire que dans les dernières 24 heures, Trump serait plutôt l'adversaire de Moscou. Expliquez-moi. Oui, écoutez, ça fait partie des poussées de fièvre qui existent régulièrement dans la presse française, qui a depuis longtemps, on va dire, pour pas mal de titres, abandonner l'analyse ou le décryptage de la réalité pour adopter un ton militant, impulsif, qui correspond, on va dire, à une sorte de bien-pensance bien française. Et là, en l'occurrence, je pense que cette couverture, j'ai pas bien regardé la date, mais Trump, l'homme de Moscou, elle devait correspondre à peu près à la période où Trump a accueilli Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, en lui déroulant le tapis rouge. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va tout donner à Moscou. Et depuis, d'ailleurs, régulièrement, on entend cette petite musique que Trump aurait été dans les années 90, à l'époque où il était, il y a même toute une histoire autour de ça, à l'époque où il était entrepreneur de l'immobilier, qu'il aurait été contacté par des agents du FSB, qu'il aurait accepté de servir la Russie, bref, tout ça est régulièrement remis sur la table, et pour nous expliquer qu'en fait Trump roule pour Poutine. Moi, je suis quand même très dubitatif là-dessus. Que les 2 hommes s'entendent bien, il n'y a pas de doute. Qu'ils aient une volonté de travailler ensemble, ils l'ont marqué et ils l'ont annoncé plusieurs fois. Il y a eu énormément de réunions entre les Russes et les Américains durant toute l'année 2025, qu'il n'y en avait pas eu depuis le début de la guerre en Ukraine, hein, même avant. Mais là, il y a eu énormément de liens qui ont été créés, des gens comme Kirill Dmitriev pour le
côté l'ancien ambassadeur de Russie à l'ONU, travaillant aujourd'hui pour Poutine, et son homologue américain Steve Witkoff ont passé énormément de temps ensemble à négocier pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. Vous avez ces personnages, Yuri Uchakov aussi, toujours avec Witkoff, toujours avec Kushner. C'est des gens, ils sont russes et américains, mais quand on les voit ensemble, on a l'impression que c'est des amis, c'est des gens qui se connaissent, qui s'envoient des messages en permanence, et cette diplomatie ultra personnalisée d'ailleurs, qui est faite par un petit noyau d'individus, est tout à fait le signe, la caractéristique de Trump. Et pour revenir à la question précédente, justement, elle marque aussi une rupture par rapport aux prédécesseurs de Donald Trump, qui utilisaient une diplomatie beaucoup plus traditionnelle, s'appuyant sur les ambassadeurs réciproques respectifs dans les pays, utilisant l'appareil du département d'État, alors que là, c'est une diplomatie familiale, une diplomatie clanique, qu'on pourrait dire même un peu mafieuse parfois, mais en tout cas qui semble correspondre et aller très très bien en russe. Donc là, il y a eu des liens qui ont été créés, et les liens ont été créés avec la volonté de Donald Trump et avec la volonté de Vladimir Poutine. Mais il n'en demeure pas moins que Russes et Américains restent adversaires. Ils restent adversaires à plein de niveaux. Il y a une compétition entre eux au niveau mondial. Il y a une guerre de positionnement entre les Russes, les Chinois qui sont derrière, on va dire, mais qui sont là, et les Américains. Et aujourd'hui, pour Donald Trump, il s'agit de marquer le coup, d'être très incisif. Pourquoi ? Parce que la Chine, en particulier, et la Russie, avec ses hydrocarbures, ont pris pas mal d'avance sur l'exploitation des ressources et des richesses mondiales. On sait que la Chine, en particulier, capte une énorme partie des terres rares au niveau mondial. Et dans la guerre qui s'annonce autour de l'intelligence artificielle, des high-tech, mais dans plein d'autres niveaux, au niveau balistique, au niveau de l'armement, au niveau même des éoliennes, au niveau des piles au lithium, tout ça, tous ces éléments absolument indispensables pour la société du futur, eh bien, il y a une compétition, et Donald Trump entend bien à ce que les États-Unis tiennent leur rang dans cette compétition, livrent cette bataille économique, et c'est pour ça qu'une partie de ses actions est guidée avec ça en arrière-plan, avec aussi l'idée que la Russie dans les mains de la Chine, ça lui plaît pas beaucoup non plus. Mais pour reprendre les 3 derniers jours, par rapport à cette couverture, l'homme de Moscou, pour reprendre les 3 derniers jours, Donald Trump a donc retiré de la circulation, si je puis m'exprimer ainsi, un des alliés de Vladimir Poutine en Amérique du Sud, Nicolas Maduro. Il a chassé un pétrolier, arraisonné un pétrolier qui battait pavillon russe, tout de même, qui comporte 2 individus de nationalité russe dans son équipage, des Ukrainiens aussi. Mais bon, ça c'est l'histoire du monde maritime. Mais et également, on a appris aussi une enquête du New York Times, comme quoi la CIA aidait beaucoup plus Radcliffe aidait beaucoup plus les Ukrainiens à trouver des cibles russes à l'intérieur pour les frapper à coups de drone, à coups de missiles à longue portée. Et donc que les Américains restaient encore très actifs dans l'aide qu'ils peuvent apporter aux Ukrainiens. Tout ça, ça ne nous fait pas un Trump dans la main de Poutine, ou un Trump homme de Moscou. Il semblerait que d'ailleurs Trump, avec les pressions qu'il a exercées et qui commencent à marcher sur l'Inde, par exemple, en joignant ce pays de ne plus distribuer, de ne plus recycler le pétrole russe et de ne plus l'acheter surtout, on voit bien que Trump a compris que s'il voulait arrêter Poutine ou le contraindre à venir à la table des négociations, il fallait qu'il touche au portefeuille, et qui dit toucher le portefeuille pour les Russes dit s'attaquer à l'industrie du pétrole. Et on le voit bien donc avec cette histoire de pétrolier, parce que là, il s'agit de l'approvisionnement mondial avec la fameuse flotte fantôme russe, grâce à laquelle les Russes arrivent à contourner les sanctions imposées par les Européens et par les Américains pour continuer à écouler leur pétrole, et que Trump
mène une bataille au niveau de l'énergie et au niveau des courroies de transmission de cette industrie mondiale, au niveau de ceux qui achètent du pétrole avec la Chine. Il est un peu embêté parce que la Chine a quand même, au niveau commercial, des arguments, et il a bien compris qu'il ne pouvait pas continuer à essayer ce bras de fer perpétuel des tarifs, en particulier des tarifs douaniers avec la Chine, parce que la Chine avait une économie complètement interpénétrée de celle des États-Unis, et que s'il prenait des mesures trop radicales contre la Chine, ça se faisait au détriment aussi des États-Unis eux-mêmes. Donc Donald Trump, là, tente de s'attaquer à Poutine. Et il me semble beaucoup plus, on va dire, arc-bouté à essayer de finaliser la guerre en Ukraine en disant « Bon, tu veux pas te mettre à la table des négociations ? Très bien, je vais t'attaquer sur ça, ça, ça. Et au bout d'un moment où ton économie commencera à flancher, là, tu seras peut-être contraint de venir à la table des négociations. » Je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir, et non pas d'ailleurs comme une rupture. C'est-à-dire que les États-Unis et les Russes peuvent continuer à avoir des relations et à souhaiter que ces relations se développent, tout en ayant des pratiques, on va dire, d'adversaires. Cette nuit d'ailleurs, l'utilisation des missiles Oreshnik probables sur la ville de Lviv était une forme de réponse de la part de Poutine à cette série de revers de Maduro aux pétroliers, à la CIA qui continue à frapper ses infrastructures dans la profondeur. Poutine a décidé encore une fois de montrer les muscles et de dire, vous voyez, j'ai envoyé 2 missiles Oreshnik, aucune des stations radars de l'OTAN n'a été capable de les détecter. C'est-à-dire le missile est déjà dans sa cible, on se réveille, on se dit ah, il y a un missile qui est passé. Voilà la capacité qu'ont les Russes avec ces armes que n'ont pas les Américains, et je pense que c'était délibéré de la part de Poutine de montrer qu'ils ont ces armes pour dire aux Américains vous n'avez pas ces armes-là. Donc une manière aussi de montrer ses muscles et pour dire respectons chacun notre sphère, chacun nos prérogatives. Voilà, on est dans une bataille, on est avec des gens qui sont adversaires, avec des gens qui font les choses. Autour de ça, malheureusement, il me semble que les Européens sont spectateurs, que quand ils disent quelque chose, ils se payent de mots, et qu'on n'est plus dans la cour des gens qui agissent. Voilà. Merci Régis. Merci Aïcha.